Bienvenue à tous dans ce JDN de ce samedi 7 juillet 2018. Tout de suite les titres. La Sénélec de Ziguinchor a installé son tout nouveau délégué régional. La passation de service a été une occasion pour Pape Sayer Lo de lever un coin du voile sur ses objectifs et les projets de l'État du Sénégal visant à élargir le réseau aux zones non électrifiées en Casamance. Le ministre du Travail rassure les travailleurs depuis Ziguinchor quant à la prise en charge par le gouvernement de l'essentiel de leurs revendications et le vote de la loi des finances rectificatives est l'un des arguments brandis par l'hôte de Ziguinchor qui a lancé un appel au travail pour l'émergence du Sénégal. L'actualité internationale, la page sportive et la revue de presse mettront fin à ce journal. C'est tout pour le sommaire. Le développement, c'est tout de suite. Bienvenue si vous nous rejoignez, je vous le disais dans les titres, depuis Ziguinchor où il effectue une visite de prise de contact avec les acteurs relevant de son département. Le ministre du Travail a rassuré les travailleurs quant à la satisfaction prochaine de leurs principales revendications. Le vote de la loi des finances rectificatives il y a une semaine a permis au ministre Samba Sy d'inviter ses collaborateurs à redoubler d'efforts pour l'émergence du pays. Écoutons Samba Sy au micro de Cheikh Tidiane Cissé. Avoir les charges de la République, c'est être à la disposition des citoyens de son pays. Donc tout ce que nous pouvons faire humainement pour rencontrer le maximum de compatriotes, nous le ferons et nous le ferons avec cœur et ouverture. Nous le ferons parce que c'est cela notre responsabilité. Nous sommes en fait les acteurs du dialogue social et la responsabilité qui est la nôtre, c'est d'établir le lien entre nous, autorités de la République, et évidemment les différents segments de notre nation. Il faudrait évidemment que nous ne nous trompions pas quant au contenu des charges. Au fond, aujourd'hui, nous vêtissons des habits de ministre de la République, mais hier, nous étions porteurs également des revendications. Donc ces revendications, nous les comprenons. C'est avec les moyens de tout le monde qu'il va falloir les satisfaire. Et en réalité, à chaque fois que nous avons rencontré les travailleurs, nous avons eu en tout cas la bonne intelligence des situations et nous avons pu trouver des mesures salutaires pour évidemment asseoir la stabilité sociale parce que notre pays en a besoin. Les dernières décisions prises au niveau de l'Assemblée nationale avec évidemment le vote de la loi de finances rectificative attestent à suffisance que ce gouvernement-là est engagé pour la promotion, n'est-ce pas, des travailleurs parce que qui promeut le travail, qui l'encourage et le fait aller de l'avant, développe le pays. Donc nous sommes tout à fait ouverts pour recevoir le maximum de compatriotes, évidemment le temps de notre séjour à Ziguinchor. Passage de témoin à la délégation régionale de la Sénélec de Ziguinchor. Amadou Djemé vient de quitter ses fonctions remplacé par Pape Sayer Lo. Le délégué sortant dit avoir la conscience tranquille de la qualité du travail qu'il a abattu avec ses collaborateurs dans cette partie sud du pays. Écoutons Mamadou Djemé au micro de Rokhaya Bey. En quittant, on a souvent le sentiment d'inachevé, d'une œuvre inachevée. On a commencé quelque chose, on a l'impression que c'est jamais achevé. Mais une œuvre, on ne l'achève jamais malheureusement. Parce que achever l'activité de Sénélec suppose que on est dans une catastrophe. Parce que comme on le dit, le progrès est un voyage et non une destination. C'est-à-dire, vous démarrez quelque part, mais il n'y a pas une fin. J'ai en tout cas conscience que ce que je pouvais faire, je l'ai fait. Bien, je ne pourrais peut-être pas le dire, mais j'ai en tout cas essayé. J'ai essayé de faire bien tant que faire se peut pour que les populations des 3 régions soient satisfaites. C'est peut-être pas évident, ce n'est pas une œuvre facile à mener, parce que le courant, tout le monde en a besoin. Tout le monde. Alors, de cet état de fait, effectivement, dire que j'ai pu satisfaire tout le monde, c'est peut-être trop dire. C'est trop dire parce que jusqu'aujourd'hui, il reste encore des ponts non encore électrifiés. Beaucoup restent encore à attendre l'électrification de leur localité. Mais j'ai espoir que l'État a entamé cette œuvre-là avec l'effort de l'État. Mon collègue Pape Sayer Lo, qui me remplace, pourra en tout cas continuer l'œuvre que moi j'ai trouvée, que j'étais en train de perpétrer.
Le délégué régional sud de la Sénélec entrant promet de continuer le travail abattu par son prédécesseur. Pape Sayarlo a par ailleurs évoqué les projets de l'État allant dans ce sens d'élargir le réseau aux zones non encore électrifiées en Casamance. Nous l'écoutons au micro de Rokhaya Bey. Moi, je serai dans ce même sillage en liaison avec tous les projets de Sénélec qui ont été décrits. Je serai dans cette même lancée. Il y a beaucoup de projets qui sont en cours dans la région de Casamance avec cette ligne dont il a parlé qui est un investissement majeur qui permettra vraiment de lancer le véritable développement en termes d'électrification de cette région. Il y a beaucoup de localités qui, au passage, seront électrifiées. Notre objectif, après avoir stabilisé la production, aujourd'hui elle est suffisante, comme il a dit. Le réseau, il est stable malgré que nous subissons parfois, comme la semaine dernière, des intempéries qui causent beaucoup de dégâts. Mais le réseau, essentiellement, il est stable, il est bien conduit. Donc après cela, Sénélec donc a investi sur ces deux volets-là, la production et le réseau, la distribution, le transport et la distribution. Aujourd'hui, le courant est acheminé normalement jusqu'au vers les utilisateurs. Il faudra effectivement raccorder tous ceux qui n'ont pas aujourd'hui accès à l'électricité. Il y a plus de 400 villages qui sont dans des programmes en cours d'électrification dans la zone. C'est extrêmement important. Restons toujours sur ce registre pour signaler que le gouvernement vient d'obtenir un financement à hauteur de 34 milliards de nos francs pour booster le taux d'électrification dans le cadre de la promotion du mix énergétique au Sénégal. La double convention de partenariat signée par le ministère des Finances avec l'AFD permettra à la Sénélec, à qui sera rétrocédée cette convention, de déployer le programme afin de relever le taux d'électrification du Sénégal qui tourne autour de 64%. L'assurance est du ministre Mamadou Ba en charge des Finances que nous écoutons. En effet, cette convention d'un montant de 52 millions d'euros, soit environ 34 milliards, un peu plus de 34 milliards, est une contribution essentielle à l'exécution de cet important programme du secteur de l'énergie, un des fondements du succès du plan Sénégal émergent. Je voudrais aussi remercier l'Union européenne pour sa participation, l'Union européenne qui est un partenaire privilégié de l'État du Sénégal. Ce programme vise à améliorer la compétitivité énergétique ainsi que les conditions de vie des populations grâce à la sécurisation de l'approvisionnement en électricité. C'est l'occasion pour moi de féliciter et de remercier le directeur général de la Sénélec, M. Makhtar Cissé. Le programme permettra également d'augmenter la part d'énergie renouvelable dans notre production énergétique conformément aux orientations de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, qui a fait du mix énergétique un axe majeur de la gouvernance du secteur. Parlons politique à présent. Le Parti démocratique sénégalais demande la dissolution du Conseil constitutionnel et la démission pure et simple de ses membres. Le comité directeur exige également l'application de la décision rendue par la Cour de la CEDEAO. Les libéraux étaient en comité directeur de ce vendredi à Dakar. Abdelaziz Diop, le porte-parole du jour que nous écoutons. Pour la première fois dans l'histoire du Sénégal, la publication des listes électorales a été précédée par une conférence de presse de responsables du ministère de l'Intérieur qui ont tenté d'expliquer et de justifier devant l'opinion la grave forfaiture commise par Macky Sall et son régime qui, en violation flagrante de la loi, ont décidé de ne pas inscrire sur la liste électorale notre candidat, le frère Karim Meïssa Wade. Alors que l'arrêt de la Cour de répression d'enrichissement illicite, pourtant composé de magistrats soigneusement choisis par Macky Sall, a rejeté la requête du procureur spécial demandant que Karim Wade soit privé du droit de vote. Le gouvernement du Sénégal décide de violer la loi en obtenant par la force ce qu'une décision de justice lui a refusé. Notre parti est convaincu, avec les Sénégalais,
qu'en application des dispositions de la loi et de l'arrêt de la CREI en date du 22 mars 2015, le frère Karim Meïssa Wade est bien électeur et son nom doit figurer dans le fichier électoral. Il n'appartient ni à Macky Sall, ni à son gouvernement de l'enlever. Le comité directeur réaffirme avec force que le Parti démocratique sénégalais n'acceptera pas que les lois de notre pays soient bafouées pour permettre à Macky Sall, sans gloire et sans combattre, d'avoir un deuxième mandat que le peuple n'est pas prêt de lui accorder. Il exige également l'application immédiate et intégrale des décisions rendues par les instances et juridictions internationales qui ont un caractère contraignant pour notre pays. Il s'agit notamment de l'application immédiate des décisions rendues par la Cour de justice de la CEDEAO et du groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire concernant Khalifa Sall et Karim Wade et l'arrêt de toutes les poursuites contre eux. Le comité directeur constate que le Conseil constitutionnel a encore une fois, comme à son habitude, rejeté le recours de l'opposition contre la loi votée par l'Assemblée nationale modifiant les conditions de recevabilité des candidatures à l'élection présidentielle. Le Conseil constitutionnel est tellement discrédité, tant il fait preuve de soumission. Notre parti exige qu'il soit dissous et que ses membres démissionnent d'une institution coûteuse et inutile pour notre pays. Direction Bignona à présent, où l'heure est à la croisade contre l'anémie chez les jeunes filles élèves. La division du contrôle médical scolaire a remis aux inspections une importante quantité de fer acide folique destiné aux écoles. L'IF de Bignona 2 a procédé vendredi à la distribution de ces comprimés en présence des chefs d'établissement et des membres de la communauté. Mad Faye, IF de Bignona 2, s'en explique au micro de Lamine Badiane. Cette cérémonie visait à remettre symboliquement au CGE, au directeur d'école, un lot de fer acide folique. Nous avons constaté que les adolescentes qui sont dans nos écoles souffrent beaucoup d'anémie qui cause beaucoup de problèmes tels que la paresse, la mollesse, des maux de tête, et ceci impacte négativement sur les performances des élèves. Nous saluons l'option de la DCMS de doter les écoles en fer acide folique pour prévenir l'ensemble de ces problèmes qui arrivent aux adolescentes dans nos écoles. Nous avons tenu une cérémonie pour encore sensibiliser les parents, pour sensibiliser les directeurs d'école, pour leur dire combien est importante cette politique prônée par le ministère de l'Éducation nationale, pour que correctement la supplémentation puisse être faite, soit dans les écoles et par rapport au contexte même à la maison. La communauté a très bien accueilli cette supplémentation en fer acide folique et nous avons eu à donner toutes les consignes nécessaires, toutes les explications et ils ont bien compris le sens de cette politique-là. Retour à Ziguinchor et c'est pour parler de religion. Depuis plusieurs années, la cathédrale Saint-Antoine de Padoue de Ziguinchor vit le calvaire, surtout en période d'hivernage. Ce lieu historique sointe de partout, une situation qui inquiète l'abbé Bertrand Até-Bassène. Les multiples promesses de sa réfection faites par l'État du Sénégal sont jusque-là restées vaines, nous confie le guide religieux que nous écoutons. La paroisse cathédrale souffre de ce mal il y a des années. Chaque fois que l'hivernage arrive, c'est vraiment des difficultés. On a du mal à dormir parce qu'on sait que toutefois qu'il pleut, cette église sointe de partout. C'est un patrimoine national mondial qui est sous les mains de l'État et de l'UNESCO. Et la réflexion de cette église, franchement, ne relève pas de l'église locale. Il nous a été dit qu'il revenait à l'État de s'en occuper. Et l'État a fait ses promesses. Il nous a promis qu'après l'église de Carabane qui vient d'être réfectionnée, le dossier va se pencher vers celui de la cathédrale. Et voilà que nous sommes encore en hivernage. Rien de clair et de précis ne nous a été dit. Et nous attendons toujours que ceux qui doivent faire le travail puissent vraiment le faire pour sauver cet édifice, ce lieu de culte, qui vraiment, quand nous y célébrons une messe comme celle d'aujourd'hui et qu'il pleuve,
ça fait mal, c'est difficile de voir les gens se lever, se déplacer pour éviter d'être mouillés. Nous lançons un appel pour que les autorités vraiment, de grâce, qu'ils puissent réagir et sauver cet édifice qui d'année en année se détériore et la situation devient pire d'année en année. Place à l'actualité internationale en bref et en images. En Syrie, un accord trouvé vendredi 6 juillet entre les rebelles syriens et les émissaires russes prévoit le dépôt des armes des premiers et le déploiement de la police militaire russe dans la province de Deraya dans le sud de la Syrie. Il doit ainsi mettre fin à l'offensive dévastatrice que menait le régime depuis le 19 juin dans la province berceau de la révolte anti-Assad. Un cessez-le-feu bilatéral et le retrait des forces pro-gouvernementales de plusieurs villes de cette province sont également prévus, selon Ibrahim Jabawi, porte-parole de l'armée syrienne libre. Dans le même temps, l'armée de Bachar al-Assad a repris le contrôle du point de passage de Nassib situé à la frontière jordanienne. L'un des principaux objectifs de l'offensive menée depuis une quinzaine de jours a annoncé le service de presse du Hezbollah libanais, allié du régime du président. En Europe, après des heures de négociations avec ses ministres lors d'un séminaire à Sheker, sa résidence de campagne située à 60 km de Londres, Theresa May a semble-t-il convaincu les défenseurs d'un Brexit dur au sein de son gouvernement de la soutenir sur son projet de zone de libre-échange des biens avec l'Union européenne. Une victoire pour Theresa May qui est régulièrement critiquée depuis qu'elle a perdu la majorité parlementaire du Parti conservateur lors des élections l'an dernier. La proposition adoptée prévoit aussi la fin à la libre circulation des personnes et signale que le secteur britannique des services n'aura pas les niveaux actuels d'accès au marché de l'Union européenne. Ce faisant, Londres pourrait être accusé par Bruxelles de sélectionner les meilleurs morceaux de l'Union européenne. De son côté, le négociateur européen pour le Brexit, Michel Barnier, a salué l'accord tout en ajoutant sur Twitter « Nous allons étudier les propositions pour voir si elles sont réalistes ». On termine en France. Le policier auteur du tir qui a tué un jeune homme de 22 ans à Nantes lors d'un contrôle routier a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire vendredi. Il avait changé sa version des faits, admettant avoir tiré par accident. Sa déclaration n'était pas conforme à la vérité. Son avocat a déclaré que son client avait changé sa version des faits au deuxième jour de sa garde à vue vendredi 6 juillet. Le policier a déclaré que c'était un tir accidentel selon son avocat, contredisant ainsi la première version de ses collègues qui évoquaient la légitime défense. Après avoir été entendu par les enquêteurs de l'inspection générale de la police nationale, l'auteur du tir a été mis en examen pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a déclaré son avocat. Il a été placé sous contrôle judiciaire. L'actualité sportive, c'est avec Mafou Kouyaté. Le juge central sénégalais figure sur la liste des 64 hommes en noir, 17 arbitres, 37 assistants et 10 assistants vidéo, retenus pour la suite de la compétition. Avec les Zambiens, Sikaswe Jani, ils sont les seuls Africains du groupe. Malang Diédhiou ne sera pas de la partie pour les quarts de finale qui se jouent ce vendredi et samedi. Il pourrait en revanche officier pour les demi-finales, le match de 3e place ou la finale. Une dernière possibilité qui serait un couronnement pour ce colonel des douanes. Malang Diédhiou est aux portes de l'histoire. Seul bémol, il poursuit sa route sans ses deux assistants, Djibril Kamara et Malik Samba, qui n'ont pas été retenus pour la suite de la compétition. Le trio a arbitré Costa Rica-Serbie, Uruguay-Russie, premier tour, et Belgique-Japon en quart de finale. Solide et appliqué, l'équipe de France de football a logiquement battu l'Uruguay 2-0 en quart et sera donc au rendez-vous des demi-finales de la Coupe du Monde 2018. Mardi, les Bleus affronteront la Belgique, vainqueur du Brésil 2-1. Objectif atteint, le combat promettait d'être rude. Il n'aura finalement pas tenu toutes ses promesses, mais qu'importe, puisque les Bleus ont assuré l'essentiel. Une place au sein du carré VIP de ce mondial 2018. Sa demi-finale face à la Belgique, mardi 10 juillet, l'équipe de France est allée la chercher sans effet de manche au forceps, face à une Uruguay physique, mais surtout très handicapée
par l'absence de son matador Edison Cavani. Battu 1-2 par la Belgique, le Brésil vient de stopper son aventure en Coupe du Monde 2018. C'est la deuxième fois consécutive que la Seleção est éliminée en quart de finale de la Coupe du Monde. Quintuple champion du monde, 1958, 1962, 1970, 1994 et 2002, le Brésil était donné favori à la veille de ce quart de finale. Tant la génération Neymar est quasiment aussi outillée que celle de Pelé, Romario et Ronaldinho. Malheureusement, à l'instar de la génération Zico, le Brésil de Neymar s'est incliné hier soir face à la Belgique 1-2. La Belgique rejoint la France en demi-finale du Mondial 2018 après avoir éliminé 2-1 le Brésil. Vendredi à Kazan, les Diables Rouges affronteront les Bleus mardi à Saint-Pétersbourg. La Seleção éliminée, il ne reste plus que des Européens en course. La Belgique et la France sont les premiers qualifiés pour les demi-finales de la Coupe du Monde 2018 après leur victoire respective en quart vendredi 6 juillet face à l'Uruguay 2-0 et au Brésil 2-1. Aujourd'hui, samedi 7 juillet 2018, pour la suite des quarts de finale, à 14 h, la Suède affronte l'Angleterre et à 18 h, pays organisateur la Russie croisera le fer avec la Croatie. La revue de presse nous est présentée par Moussou Diédhiou. Bonjour à tous et bienvenue dans votre revue de presse de ce samedi 7 juillet 2018. La presse quotidienne continue toujours à se faire l'écho du retentissement de l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO dans l'affaire Khalifa Sall. Le maire de Dakar, condamné à une peine de 5 ans de prison ferme, assorti d'une amende pénale de 5 millions de francs CFA dans le cadre d'un détournement présumé de 1 à 8 milliards de francs CFA. Vox Populi signale que les avocats de M. Sall ont rencontré la presse vendredi pour exiger l'exécution de la décision de la Cour de justice communautaire. À les en croire, ceux qui retiennent arbitrairement le maire de Dakar encourent une peine criminelle. Le quotidien Enquête met en relief les mises gardes des avocats de Khalifa Sall et compagnie. Le journal indique que selon Maître Ciré Clédor Ly et compagnie, l'État doit s'exécuter volontairement dans la mesure où l'arrêt à force obligatoire à compter du jour de son prononcé, sous peine de voir les responsables encourir 10 ans ferme. De son côté, l'Observateur informe que les avocats de Khalifa Sall exigent l'annulation du procès. Ils ont au passage dénoncé l'immixtion du ministre de la Justice Ismaïla Madior Fall et du chef du gouvernement Mohamed Boun Abdallah Dionne dans le procès du maire de Dakar, notamment l'arrêt rendu par la Cour de justice de la CEDEAO. Le quotidien révèle qu'ils ont demandé à la Cour d'appel de Dakar d'ordonner la libération immédiate de leurs clients. Pour Maître Clédor Ciré Ly, par exemple, jamais cette Cour de justice n'a rendu un verdict aussi limpide. Walf Quotidien prévient en indiquant qu'en refusant d'appliquer les verdicts de la Cour de justice de la CEDEAO qui lui sont défavorables, le Sénégal s'expose à des sanctions pouvant aller jusqu'à son exclusion de l'instance communautaire. D'après Sud Quotidien, au-delà du cas du maire de Dakar, c'est le champ politique sénégalais entier qui est en ébullition. Avec d'autres dossiers chauds comme la décision de la CEDEAO, le rejet de l'inscription de Karim Wade sur les listes électorales, la validation du parrainage par le Conseil constitutionnel. Branle-bas de l'opposition, s'exclame le quotidien du groupe Sud Communication, estimant qu'à 7 mois de la présidentielle du 24 mars 2019, la sphère politique sénégalaise semble atteindre sa vitesse de croisière en termes d'animation politique. C'est dans ce contexte que l'Observateur signale que le Parti démocratique sénégalais PDS, opposition, annonce sa décision de maintenir la candidature de Karim Wade, le fils de l'ancien président Abdoulaye Wade, dont l'inscription sur les listes électorales a été rejetée. Et selon l'AS, le comité directeur du PDS demande à tous les responsables, militants, souteneurs et citoyens épris de liberté de prendre toutes les dispositions utiles et organiser la collecte des parrainages prévus par la loi pour soutenir notre candidat, une posture que le journal assimile à une capitulation tant le parti était opposé à la loi sur le parrainage. Sur un tout autre sujet, Le Soleil révèle à propos de la deuxième phase du parc industriel de Diamniadio que la Chine met 60 milliards de francs CFA. C'est tout pour la revue de presse. Merci et bonne lecture à tous. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bon week-end à tous. Au revoir.